C'est un immense honneur ce matin d'être parmi vous pour cette deuxième journée du printemps des ESPÉ, dont les thèmes centraux sont deux petits mots, inclusion, numérique, deux petits mots mais un très grand, très vaste programme que j'ai découvert quand on m'a proposé d'intervenir. C'est avec grande modestie aujourd'hui que je vais, en ce début de matinée, tenter de proposer quelques éléments de réflexion autour des défis de l'inclusion scolaire. Nous sommes en 2018 et le monde est plus que jamais confronté à des défis majeurs qui, conjugués à des inégalités de plus en plus fortes entre les pays et au sein même des pays, risquent de freiner le développement global de l'être humain. C'est donc, avec mes préoccupations de chercheur, d'universitaire, mais aussi de formatrice en ESPÉ, que je viens vous interpeller et que je vous propose de réfléchir à une école inclusive qui s'appliquerait davantage à la mise en œuvre tangible des principes affichés dans la loi de 2005, à des pratiques, à des actions et à des projets qui affirmeraient haut et fort une éducation pour tous. Vous pourrez vous dire, penser autrement l'école, quelle outrecuidance. Cela fait si longtemps que la recherche en éducation s'y emploie et que le système éducatif français s'y essaie. On vient d'ailleurs d'en parler tout récemment. À presque 50 années de mai 68, qu'est-il advenu de notre école française ? Comment s'y prend-on maintenant que la démonstration d'une école inclusive n'est plus à faire ? Est-il suffisant de décréter l'inclusion pour qu'elle soit pédagogiquement effective et efficace, surtout quand les moyens restent parfois constants ou presque. Je dirais donc, l'école inclusive est-elle une illusion, une utopie ? On pourrait parfois s'en convaincre quand, au hasard des couloirs, on entend dire « il ou elle va en inclusion », quand on lit les textes récents également. C'est d'ailleurs ce paradoxe sémantique qui fera l'objet du symposium tout après cette conférence animée par mes collègues Marie-Claude Théry, Marie-Toulette-Théry et Thierry Philippot. Peut-être que nous pourrons ainsi, avec cette conférence introductive et le symposium, identifier des balises qui permettront de passer d'une inclusion en droit à une scolarisation en acte. Quand je marque sur ce titre « Penser autrement l'inclusion », ce que je cherche à vous dire, ce n'est pas « penser l'école autrement », comme me l'avait suggéré un collègue universitaire. C'est en effet une injonction que je me fais à moi-même en tant que chercheur. C'est une injonction aussi que j'envoie d'une certaine manière à l'institution, aux politiques, à l'État. Car ce n'est sans doute pas la peine de multiplier les expériences et les innovations s'il n'y a pas un pilotage, un projet. Et nous venons de voir que ce projet, sans doute, est-il là pour nous accompagner, et c'est bien une bonne chose. C'est donc, vous l'aurez compris, avec ma casquette de chercheuse citoyenne, que j'ai pensé cette conférence avec en fil rouge cette articulation dont vient de parler Monsieur le Ministre entre recherche, résultats de la recherche et formation, pratique professionnelle des enseignants. Et c'est cette préoccupation que je porte ici devant vous depuis les sciences de l'éducation. Pour commencer et pour débuter la réflexion, saisir cette urgence de changement en éducation, je ferai appel à certains repères historiques et conceptuels afin de mettre en lumière trois paradoxes et mieux comprendre les défis à relever aujourd'hui. Puis, je donnerai quelques données chiffrées afin de mesurer aussi l'ampleur de cette injonction à penser autrement l'école. Ensuite, il faut rappeler ce que disait Soo-Young Choi, la directrice de la division de l'UNESCO pour l'inclusion, la paix et le développement durable, en septembre 2015, il faut changer notre vision de l'éducation et réussir à parvenir à atteindre cet objectif 4 qui est situé sur cette diapo. Pour le dépasser, nous aurons donc dans une seconde partie la présentation. Je tenterai de développer un argument suivant lequel un certain nombre d'idées
de dilemmes et de figures qui sont aujourd'hui profondément remises en cause. Étayée par les résultats de la recherche, je devrais être en mesure d'énoncer quelques principes pour la mise en place de dynamiques inclusives, et je présenterai ici notamment un projet que je porte qui s'appelle Vers une société inclusive et que je mène depuis ma rencontre avec des chercheurs au Québec, ce qui m'a été possible par une mobilité que j'ai eue en 2016 auprès de l'Université de Sherbrooke. Enfin, pour terminer, et en toute humilité, je tenterai de proposer des pistes pour penser autrement l'école de demain. Pour terminer, nous pourrons sans doute ensemble ouvrir plusieurs chantiers pour la formation et la recherche en SP. Pour définir le concept d'inclusion et déjouer certains pièges du langage, il me faut donc poser quelques repères historiques. En effet, ce n'est pas parce qu'un mot est fréquemment utilisé qu'il paraît aussi aller de soi qu'il est entendu et mis en pratique. Ce discours ne peut être parfois que convenu, parfois recouvrir aux yeux de chacun des contenus sémantiques très différents, parfois encore correspondre à des pratiques inclusives sur le terrain qui excluent plus qu'elles n'incluent finalement. La question historique que je vais me poser et que je vais vous poser, c'est comment on est passé d'une éducation dite spéciale à l'intégration des enfants handicapés dans les établissements scolaires ordinaires, puis à des orientations inclusives. Quels ont été les moments clés de ces orientations successives ? Je partirai d'une hypothèse selon laquelle Serge Thomasé et Hervé Benoît, une hypothèse que je partage, est celle d'une rupture épistémologique avec une logique inclusive totalement, radicalement différente de la logique de l'écart à la norme. Rappelons d'abord brièvement que l'éducation spéciale a eu une implantation historique ancienne dans plusieurs pays européens. Elle s'enracine au XVIIIe siècle dans les expériences éducatives avec les enfants déficients sensoriels, principalement sourds et aveugles, puis plus tard avec des enfants arriérés, non éducables a priori. À cette époque-là, des médecins éducateurs dont Jean Itard, vont alors faire le pari de ce qui est appelé à cette époque-là la curabilité, et les enfants qui étaient à ce moment-là qualifiés d'idiots au sens d'isolés et de particuliers. Avec ce vocabulaire maintenant suranné, on peut quand même voir que se soulevait déjà la question fondamentale de l'éducation et de l'éducabilité d'enfants déclarés anormaux. Au début du XIXe siècle, il convient aussi de se souvenir de Désiré Magloire Bourneville, considéré comme le père des établissements médico-sociaux puis des institutions médico-pédagogiques, par la création dès 1879 de la section des enfants épileptiques de Bicêtre. Bourneville va lutter toute sa vie pour améliorer les conditions de vie de ces enfants en les dégageant de l'enfermement par des techniques de soins médico-pédagogiques et faisant le pari de l'éducabilité, qui rencontre à son époque beaucoup de scepticisme. Il est intéressant de constater à quel point les passions propres à la question scolaire ont pu déformer, avec l'aide du temps, les positions des uns et des autres. Sans doute, l'aboutissement du combat de Bourneville pour la reconnaissance des enfants handicapés va avoir lieu par la loi de 1909, une loi où le système scolaire est déclaré adapté aux enfants handicapés, mais connecté au réseau classique ordinaire. Ce voyage embarqué dans le temps, où les conditions sont alors impensables pour la logique intégrative ou la logique inclusive, est peut-être pour vous curieux, mais on retrouve là la mise à nu des distorsions et des schématisations qui nous font reconstruire l'histoire au service du présent et de ces débats. C'est d'ailleurs ce qui a été dit par Monsieur le ministre tout à l'heure. Il y avait donc ici une focalisation sur cet élève dit handicapé, dit différent et présentant des dysfonctionnements. Concernant notre propos, ce détour historique propose de mesurer ô combien le chemin vers une école inclusive peut être long
et va être long et rude. De l'histoire, nous allons apprendre à naviguer entre les eaux troubles, à récapituler, dirait Monsieur le ministre, à résister aux tempêtes provoquées par tous les vents déchaînés et à admettre parfois d'éventuels retours en arrière. Car l'acceptation des différences est un processus lent, dont il est probable que bien souvent ce soit davantage une question de rapport à soi, de rapport aux autres, de rapport au monde, plutôt que finalement une question de moyens qui explique que la loi de 2005 soit si difficile à mettre en œuvre. Si je reviens dans la période de l'histoire et dans la deuxième temps de cette diapo, après-guerre, 1945, nous avons l'UNESCO qui se trouve face à des besoins criants, qu'il s'agisse d'enfants présentant des difficultés d'apprentissage, physiques ou psychiques, et le plus souvent les deux à la fois. Elle va très vite s'associer à des organismes internationaux comme l'UNESCO ou l'UNICEF, et elle va soutenir ces projets pour la jeunesse présentant des besoins éducatifs spéciaux à mener en situation d'urgence. C'est exactement aussi le moment où va être rédigée la Déclaration universelle des droits de l'homme, avec cet article 26, « Toute personne a le droit à l'éducation ». Avec 1948, mais aussi avec la loi et la Convention de la lutte contre la discrimination dans l'enseignement en 1960, les deux premières pierres de l'édifice sont posées pour le cadre juridique de l'inclusion. À la logique ségrégative va succéder alors une toute autre logique du développement d'une éducation dite spéciale. Celle-ci va être alors considérée comme constituant un système éducatif parallèle avec, d'un côté, des établissements ordinaires et de l'autre, des établissements souvent spécialisés selon la nature du handicap. Le premier programme d'éducation spéciale en faveur des enfants et des jeunes gens déficients sera lancé par l'UNESCO à partir de 1965. Prônant ce système à deux voies, cette filière, cette logique de l'écart à la norme, ce que Hervé Benoît appelle le two tracks approach. C'est à partir de ce contexte général de dualisme éducatif qu'un premier type d'aménagement commence à se développer et que s'établissent entre les deux filières, ordinaires et spécialisées, des ponts. Il s'agit du processus intégratif, scolaire et social, qui constitue à incorporer la majorité des élèves, ceux qui sont écartés à l'origine pour des raisons médicales. L'approche, ici, est une approche médicale, avec une focalisation de l'élève sur ses dysfonctionnements en tant qu'individu différent, présentant donc des difficultés pour pouvoir être dans une classe dite ordinaire. Aucune remise en question du fonctionnement du système à ce moment-là, sur la capacité de ce système à tenir compte de la diversité des besoins individuels de tous. On est bien ici à un premier paradoxe. Ce paradoxe, Marie-Paul Mégex-Courtex, en 1999, va l'appeler le détour ségrégatif, qui s'appuie sur le fait que c'est en commençant par écarter les élèves en situation de handicap que l'on se donne les meilleures chances de les y ramener dans un deuxième temps. Ce choix partait sans doute d'une bonne intention, car durant cette période, je vous rappelle que l'objectif de l'école ordinaire était d'apporter une réponse normalisée aux élèves dits normaux. Dans le cas de la France, cette approche médicale va dominer durant cette période et il va être difficile de dépasser ce détour ségrégatif. Ce système spécialisé va amener ensuite, dans les années 70, jusqu'aux années 70, cette dichotomie que l'on avait vue en 1909 va continuer à s'accroître entre la répartition des rôles sur le fait des classes d'un côté ordinaires et de l'autre des classes spécialisées. Mais à partir de ces années 70, ce qui va être plus clair, c'est la définition des rôles de chacun et la formation qui va intervenir. C'est à ce moment-là que vont être créées des formations pour les personnels spécialisés et la mise en place notamment du certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et des adolescents déficients ou inadaptés, le CAEI, qui deviendra plus tard le CAPSAIS et ensuite, aujourd'hui, le KPI. C'est aussi le moment où se créent les groupes d'aide psychopédagogique, les GAP, ancêtres des RASED,
dans le secteur public, mais aussi tout en menant de la même façon des évolutions sur le secteur médical avec la création de métiers comme les moniteurs éducateurs, mais aussi les aides médico-psychologiques. On assiste à une recrudescence, une multiplication de propositions, d'outils pour pouvoir affiner la question des ponts entre l'école ordinaire et l'école spécialisée. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, pendant toutes ces périodes, on assiste bien à une éducation qui est adaptée, comme le voulait Binet en 1905, avec de premières bases d'instruction, le lire, écrire, compter, mais au prix de l'abandon de l'égalitarisme républicain et bien sûr de l'élitisme scolaire. Elle permet cependant de sortir de l'asile et du gardiennage ces enfants dits différents. Cependant, ce qui se passe, c'est que dans cette logique adaptative, il y a très peu, de contact, de collaboration, de compréhension entre l'univers ordinaire et l'univers spécialisé. Et cette ignorance réciproque des différents acteurs, enseignants et professionnels du secteur spécialisé va culminer à l'époque de la parution de la loi du 30 juin 1975. Alors, il n'y en a pas eu qu'une loi, il y en a eu 2 lois qui vont se succéder et être promulguées. La première, que l'on connaît beaucoup, qui est en faveur des personnes handicapées, mais l'autre qui va avoir trait aux services sociaux et médico-sociaux. La première des lois va affirmer que l'éducation est et constitue une obligation nationale, tandis que la seconde va faire la part belle au système des établissements médico-sociaux et va prôner, sans la citer, la politique d'intégration. Cette association d'idées contradictoires est vite suivie d'effets, avec une augmentation croissante de plaintes des parents qui se disent que l'école refuse toujours leur progéniture alors que cette dernière est soumise à une obligation et qui, de l'autre, vont en direction des services médico-sociaux et des établissements penser que leur enfant, on néglige son instruction car on ne se préoccupe pas suffisamment de pédagogie. Enfin, il va falloir attendre les circulaires de Questio en 82 et 83 pour que se créent les conventions d'intégration, premier pas vers une collaboration entre l'école et le secteur spécialisé. Je passe à une deuxième période et à l'approche de cette notion de démédicalisation des questions éducatives avec un premier texte important, celui de la Déclaration mondiale de l'éducation pour tous en 1990. Un an après la loi de l'orientation de 1989 en France, on a cette loi qui va être adaptée, qui va présenter cette fois une vision globale de l'éducation dans laquelle universalité et équité sont posées. L'éducation pour tous appelle cette fois à identifier des obstacles et à recenser des ressources nécessaires pour surmonter les obstacles que les apprenants rencontrent pour accéder à l'accessibilité des savoirs, pour accéder aussi à la participation sociale. Cette logique va continuer, se poursuivre avec la déclaration de Salamanque et va être réaffirmée en 2000 lors du Forum mondial sur l'éducation qui va faire le bilan des 10 années de mise en place de la loi de la déclaration de l'éducation pour tous. Ce qui est important aussi, c'est que dans cette période, le terme inclusion arrive, on va dire, avec les États-Unis. Il voit le jour aux États-Unis et ça va être important de savoir qu'il ne vient pas initialement de France, mais bien des États-Unis et que c'est sa traduction qui est apportée ici. Ce qui est important également, c'est qu'en 2000, il y a une modification de la classification internationale des handicaps. C'est important de le souligner car cette fois, avec le CIH2, la classification va mettre en avant les expériences positives des personnes dites en situation de handicap et va faire disparaître les notions de déficience, de désavantage et d'incapacité. La consécration de la logique inclusive résulte d'un mouvement mobilisant acteurs du monde associatif et chercheurs
autour d'un nouveau modèle, le modèle social du handicap, qui va nous venir principalement des modèles québécois, de la Suisse et de l'Italie, refusant l'exclusion des personnes qui présentent une déficience au profit de leur acceptation dans leurs différences. Je ne pourrais pas tous les citer, mais quand même, il vous faut imaginer que je parle là de Serge Ebersol, d'Éric Plaisance, de Luc Prudhomme, de Patrick Fougerolas, de M. Gardou, de Corinne Mérini et de Serge Thomaset, pour n'en citer que quelques-uns. Ce mouvement s'oppose ainsi à toute forme de revendication en milieu spécialisé susceptible d'enfermer les individus dans une logique de vulnérabilité, dans une logique de marginalisation, ainsi qu'à toute forme de scolarisation se satisfaisant d'une intégration de l'élève à besoins éducatifs qui s'appelle maintenant besoins particuliers, faisant de ceux-ci des élèves qui sont non seulement dans l'école, mais qui sont aussi des élèves qui sont membres de l'école. Ce que l'on voit apparaître ici, dans les années 2000, c'est que la participation sociale devient fondamentale. Quelle prise de parole, quel choix, quelle action, quelle participation font les élèves dans le quotidien d'une classe dans lequel ils sont inclus. En France, le basculement va s'opérer en 2005 avec donc la loi du 11 février qui va s'appuyer sur l'expérience et sur la participation sociale dans l'expression et la satisfaction des besoins individuels de chacun. Ce qui va changer ici, c'est la conception proposée par Serge Ebersold d'avoir une vision systémique, de prendre en compte tous les acteurs, ce qui va déplacer les grilles de lecture des inégalités, dans la mesure où la vulnérabilité sociale va être liée à l'absence de ressources culturelles, économiques, identitaires, relationnelles, et non plus aux vulnérabilités liées à la division du travail. On voit aussi arriver la légitimité de la diversité en éducation qui nous oblige à penser autrement l'école. Les deux derniers repères que j'ai choisi de noter sur cette diapo sont bien ceux de 2015 et ceux de 2016, avec la dernière déclaration d'Ichéon et la première conférence mondiale sur l'éducation à la citoyenneté mondiale. Avec ces deux textes, à l'horizon 2030, le programme Éducation 2030 nous renvoie vers une nouvelle vision de l'éducation, inspirée par une vision humaniste de l'éducation et du développement. Est réaffirmé dans cette déclaration que l'éducation est un bien public, est un droit commun, un droit humain fondamental et un préalable à l'exercice des autres droits. Aujourd'hui, nous sommes en 2018, la focale ne doit plus être mise sur les solutions à trouver pour que la personne dite différente s'insère à la norme préétablie. En revanche, elle prône évidemment des ajustements multiples, différenciés et sans cesse à renouveler pour chacun des membres de la communauté, afin à la fois de favoriser la participation sociale de tous, mais aussi de pouvoir permettre l'apprentissage de tous à la hauteur des moyens dont dispose chacun des individus présents dans une classe. Le dernier paradoxe, je vais juste le citer, je ne le développerai pas, il est lié à la manière dont va se mettre en acte cette approche éducative globale en France. Cela se joue en premier par la modification de la terminologie et l'apparition du terme « unité localisée » pour l'inclusion scolaire, les ULIS, en école primaire comme en école secondaire. C'est de ce paradoxe dont il sera question lors du symposium « Il, elle, va » en inclusion. Quelques chiffres simplement pour clôturer cette première partie et afin de mesurer l'ampleur du phénomène. Je m'appuierai ici sur plusieurs sources à l'international, dont notamment les sources de l'ONU et les sources de l'UNICEF. Sans vouloir vous lire la diapo, simplement mettre en évidence qu'une personne sur 7 dans le monde souffre d'un handicap et que ce dont on va parler quand on parle d'école inclusive concerne énormément d'enfants, énormément de futurs citoyens de demain, et que 58 millions d'enfants ne sont toujours pas scolarisés. Près de 200 millions n'achèvent pas le cycle du primaire. Je ne vais pas insister davantage, je vais passer à quelques chiffres concernant la France qui permettent, parce que c'est publié très récemment en décembre 2017 par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, en direction des acteurs, on voit bien qu'ici, beaucoup
de personnes sont touchées par le handicap et que ce nombre, ce chiffre, que ce soit au niveau mondial comme au niveau français, a tendance à augmenter du fait du vieillissement de la population. 730 000 personnes cumulent les 3 formes de handicap au sens où il est défini par le CNSA, a signalé par contre, et ça c'est peut-être important de vous le mettre en évidence, que l'espérance de vie des personnes handicapées mentales a triplé en 50 ans. Actuellement, l'espérance de vie d'une personne trisomique est supérieure à 55 ans, alors qu'en 1929, elle n'était que de 9 ans. C'est la même progression, la même évolution pour les personnes polyhandicapées, dont la moyenne est passée de 30 à 50 ans, ce qui signifie que nous avons évidemment un rôle à jouer dans l'éducation pour que participation sociale et apprentissage soient là tout au long de la vie pour toutes les personnes qui vont être les citoyens de demain. Ce qui est important de voir aussi dans les chiffres, c'est le nombre d'élèves qui sont à l'heure actuelle en situation de handicap et proposés en milieu ordinaire, 280 000. Sur ces 280 000, une bonne proportion est en école primaire, 44,3%, et une proportion moindre pour l'école dans le second degré, 33,1%. Je m'arrêterai un instant sur la dernière étude de la DEP qui a proposé de faire un suivi de cohorte des enfants nés en 2001 et des enfants nés en 2005 et de voir leur parcours scolaire et la façon dont ils ont été pris en charge. Il apparaît dans cette étude qui a été donc proposée par la DEP qu'il y a une tendance à l'amélioration pour tous les enfants, quel que soit leur milieu, pour la cohorte de 2005, beaucoup plus que pour celle de 2001. Autrement dit, les efforts de la loi 2005 progressent sur la période en favorisant la scolarisation en milieu ordinaire. Mais de quelle scolarisation en milieu ordinaire parlons-nous ? Ça reste ensuite à déterminer. Ce qui est important de signaler, c'est que ça reste relativement inaccessible d'arriver jusqu'à la fin du collège. En 4e et en 3e, on compte 3 élèves en situation de handicap sur 10 qui atteignent la 3e ou la 4e. C'est sans doute un enjeu majeur parce que les inégalités sociales, là, restent encore un horizon inaccessible puisqu'il y a davantage d'élèves de milieux favorisés que de milieux défavorisés qui arrivent à ce niveau-là. Dans cette seconde partie, je vais revenir sur ces problématiques qui peuvent paraître insolubles et les associer aux différents paradoxes que nous avons mis en évidence dans le temps, en partant du postulat de l'utopie de l'inclusion. Et quand je dis utopie de l'inclusion, je parle d'utopie au sens premier de ce terme, c'est-à-dire qui n'est d'aucun lieu. Le premier des paradoxes, nous l'avons vu, est celui de la logique de l'écart à la norme, qui, pour autant, si on le réfère à ce qui se passe aujourd'hui dans les écoles, dans les établissements, peut-être voir quelque part un parallèle avec d'un côté des dispositifs Ulysse susceptibles de fonctionner dans une logique inclusive et des classes Ulysse qui restent relativement empêtrées dans une perspective intégrative. Ensuite, il s'agit des discours contradictoires qui sont malheureusement encore trop fréquents dans le monde de l'école, avec d'un côté une obligation de scolarisation pour l'école et de l'autre le sentiment parental d'une incompréhension, d'une approche ségrégative dans les établissements médico-sociaux qui indique pour nous un gros travail de dialogue et d'apprendre à collaborer ensemble, secteurs spécialisés et écoles, mais aussi institutions et parents. Peut-être qu'on pourrait se référer à des modèles comme celui de Nathalie Trépanier à l'Université de Montréal qui parle de modèles de soutien à l'enseignant avec un travail de collaboration, de proximité avec le secteur spécialisé. Enfin, et c'est loin d'être négligeable, les nombreux pièges du langage soulignés par de nombreux auteurs comme Hervé Benoît et Éric Plaisance notamment, qui perdurent avec des expressions comme elle sera questionnée lors du symposium. Hervé Benoît, qui est venu dernièrement à l'Université de La Réunion, disait
il ne suffit pas de changer l'appellation d'une mesure intégrative pour qu'elle prenne les propriétés de l'inclusion. Mon opinion, entre terminologie ou épistémologie, est que les deux sont intrinsèquement liés. Cette tension entre le besoin de reconnaissance de certains groupes et le principe d'universalité et d'équité de la difficulté actuelle réside dans la difficulté actuelle de définir pleinement le concept d'inclusion au regard d'une politique intégrative. Les fondements épistémologiques de ces deux courants, intégration, inclusion, sont différents. L'intégration repose sur une centralisation de l'attention sur l'élève visé, de fait que les mesures de scolarisation, les propositions et les aménagements sont effectués pour lui et seulement pour lui, alors qu'une démarche inclusive va s'intéresser à tous les acteurs de l'école en cherchant à faire participer, à soutenir tous pour être en situation de participer pleinement et d'apprendre. On peut également se demander si le choix d'un modèle conceptuel du handicap, médical versus social, ne devrait pas précéder le choix de la terminologie, car hors de leur contexte, vous l'avez vu, les mots sont piégés. Et c'est particulièrement vrai pour le domaine du handicap. Nos sociétés ont connu plusieurs modes de traitement de la diversité. Je voudrais revenir sur la question de la culture. Il a été évoqué le mot culture tout à l'heure et mot créativité par Monsieur le ministre. Je vais revenir sur cette idée de culture et de créativité. De manière générale, nous pouvons dire que du point de vue de la recherche et des discours philosophiques, l'accueil de la diversité n'est plus à faire, mais que la métamorphose est à faire pour transformer un problème en une ressource pédagogique, indépendamment de la variable explorée. Nous sommes assez experts en la matière en France pour repérer et identifier les obstacles, pour s'attacher à ce qui ne peut pas être fait, mais l'idée, c'est bien de les transformer en ressources pédagogiques, avec l'idée d'un potentiel où la diversité est finalement le cœur de l'existence. La pluralité, non pas une exception, mais bien une règle. Dans cet axe-là, on voit bien que ce qui est un allant de soi dans le discours est absolument une révolution pédagogique du point de vue des questionnements en milieu de pratique. Comment faire pour faire avec cette diversité ? Alors peut-être pourrions-nous convoquer le paradigme de l'interculturalité et la notion de semblable différent qui a été définie par mon collègue et ami Driss Alaoui, qui fait partie du laboratoire ICAR à l'Université de La Réunion. Dans cette idée de semblable différent où chaque individu est porteur et acteur d'une pluralité parce qu'il est, parce qu'il a une histoire, une expérience et donc des identités multiples et diverses, cette notion de semblable différent serait-elle peut-être une réponse, en tout cas une piste de réflexion pour que l'homme soit considéré comme un être pluriel, auteur de sa propre singularité, comme le disait Bernard Lahire, ou un être multidimensionnel, comme le disait Edgar Morin. Mais alors se pose la question de savoir si nous sommes suffisamment armés, outillés et socialisés aux divers pour la sauvegarder, la transmettre et explorer cette idée de fond sans fond. Le postulat, c'est qu'il faut sans doute commencer par construire cette interculturalité et autant que possible de façon durable. Ça relève non pas d'une méthode, mais ça relève d'une démarche, d'un processus et d'une mise en dialogue des différences culturelles et pas simplement d'une rencontre avec l'autre, pas simplement d'interaction. Quand il est question d'inclusion, il est question aussi de créativité, il est question d'émancipation. Quand il est question d'inclusion, il est donc entendu que le modèle retenu est social et évidemment contextualisé. Alors nous emprunterons ce terme à Frédéric Tupin, ici présent. Ce modèle porte en lui, et je reprendrai les 11 principes fondateurs de l'inclusion définis par Tony Booth et ENSCO dès 2002, je porterai simplement votre attention sur 2 d'entre elles.
Le numéro 2, augmenter la participation des élèves dans la culture, dans le programme d'études et la communauté de l'école locale, et réduire l'exclusion sur ces mêmes composantes, participation, culture, programme et communauté, et aussi le principe numéro 6, qui est de voir les différences entre les élèves, non plus comme des obstacles, mais bien comme des ressources pour soutenir l'apprentissage, plutôt que donc des problèmes à surmonter. L'école inclusive, l'éducation inclusive n'est pas une intégration plus poussée. La différence majeure entre intégration et école inclusive vient du processus. L'un fonctionne de l'extérieur vers l'intérieur, l'intégration, l'autre procède de façon inverse. Dans l'école inclusive, dans l'éducation inclusive, c'est le système éducatif qui pose question, c'est le système éducatif qui n'est pas équipé pour faire face à la diversité, et nous avons sans doute à répondre à ça par des approches inclusives qui vont nécessiter de repenser autrement l'école. L'école inclusive, ce n'est pas non plus l'intégration de tous les enfants en classe ordinaire, car lorsque l'enfant a des difficultés trop importantes, en tout cas présente des besoins trop importants, et il va être amené à recourir à des moyens et à des services spécialisés, ce qui implique forcément un travail de collaboration. L'école inclusive suppose de partir des besoins des élèves et de les prendre en compte dans ce cadre ordinaire. Et ordinaire prend alors un tout autre sens. Ordinaire prend le sens que ce n'est pas le même enseignement pour tous. Pour aller plus loin dans la réflexion, j'ai réfléchi à... Je vous propose... Excusez-moi, je regarde l'heure parce que... Excusez-moi. Pour identifier un certain nombre d'obstacles et repérer des manques et en faire ensuite un certain nombre de ressources à alimenter en termes de formation et de recherche, je vous propose donc sur les 3 niveaux contextuels, le macrosystème, le mésosystème et le microsystème, de refaire un petit tour de cette question difficile avec vous. D'abord, identifier les obstacles. La culture académique française est davantage centrée sur les produits de la connaissance que sur les processus de son acquisition. Ça, c'est un obstacle. Un deuxième obstacle relève dans le système social, qui impose souvent des demandes contradictoires, à la fois de transmettre une culture, un patrimoine, mais aussi de s'adapter fonctionnellement au marché de l'emploi. Enfin, au niveau macro, une politique éducative qui parfois va instrumentaliser l'école et l'université en laissant croire que la validation des diplômes est équivalente à la formation des élèves pour qu'ils puissent s'émanciper et devenir des citoyens. Au niveau méso, et je pense que là, nous pouvons jouer un rôle majeur, c'est aussi pour travailler ensemble, ça ne se décrète pas. L'urgence du collectif dont parlait Philippe Mérieux l'année dernière lors de sa dernière rencontre avec nous à l'ESPE de la Réunion, la difficulté majeure du collectif, c'est bien d'apprendre à travailler ensemble. Et pour travailler ensemble, il faut à minima un cercle et un socle de connaissances à partager. Il faut se mettre ensemble à travailler pour pouvoir construire des projets en commun et être non pas simplement dans le discours, mais bien dans les actes. C'est ce que je propose pour un colloque qui va avoir lieu en octobre 2018 à La Réunion. Dans les difficultés aussi et les obstacles, c'est le temps de formation ciblé à une éducation inclusive dans les maquettes de formation à l'initiale. Ce nombre trop peu important, me semble-t-il, d'heures consacrées à cela, ou en tout cas souvent isolé, fragmenté en petits morceaux de formation qui, mis les bout à bout, ne font pas une formation à être un enseignant capable
de pratiquer l'éducation inclusive dans sa classe ordinaire. Ensuite, c'est bien entendu, me semble-t-il, cette question de la relation avec les parents. Monsieur le ministre en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais je dirais que ce manque de soutien pour les familles, ce manque d'accompagnement et de faire qu'ils soient dans une co-éducation, c'est-à-dire qu'ils puissent travailler avec nous dans un travail de réflexion, de construction, d'outillage, de participation active, de venir dans les établissements, de venir dans les classes, c'est aussi un moment important. Je terminerai par 4 obstacles majeurs au niveau du micro, au niveau de la classe, au niveau des enseignants. Bien entendu que l'inclusion est un allant de soi, bien entendu que personne ne situe autrement la participation sociale des personnes en situation de handicap. Mais bien entendu, c'est un passage à l'acte qui est extrêmement complexe et que ça ne se fait pas sans formation, sans accompagnement, sans direction, sans pilotage. Parmi les obstacles pédagogiques, justement, il y a notamment celui du dilemme de l'hétérogénéité des élèves, de la différenciation pédagogique, de penser à une pédagogie de l'inclusion qui prend en compte ces éléments-là, qui va prendre en compte aussi le fait de travailler à plusieurs dans une classe. Le rapport entre un enseignant et une AESH, par exemple, la mise en place de situations d'enseignement-apprentissage qui soient ajustées à ces pratiques de co-intervention, co-présence, co-animation, tout ce qui est en l'ordre du co, mais qui ne s'apprend guère, me semble-t-il, en formation initiale pour être à l'intérieur des maquettes de l'ESP. Enfin, c'est aussi d'avoir l'inclusion, une adaptation permanente, un apprentissage permanent et l'idée que la classe soit ouverte et adaptable. Et ça nécessite évidemment de pouvoir trouver des ressources pour pouvoir faire disparaître, voire réduire les obstacles matériels, qui sont souvent des arbres qui cachent la forêt, mais qui quand même nous empêchent de faire ce que l'on voudrait faire. Classe trop exiguë, encombrer des espaces qui sont fermés et de plus en plus la possibilité de sorties pédagogiques difficiles à mettre en place. Je situerai des besoins selon 3 axes. Dans un premier temps, au sein des écoles primaires et secondaires, et faire de nos enseignants non plus des transmetteurs, mais des passeurs de savoir. Et je pense, il en a été question tout à l'heure lorsque le ministre est intervenu, que la question des continuums de formation, de la formation initiale à la formation tout au long de la vie, et donc par la formation continue, est un élément essentiel. Cette dimension épistémique, cette dimension va être aussi développée tout à l'heure dans le symposium par Jean-Michel Pérez à propos de l'accès au savoir et des nombreux obstacles qui intéressent les questions de formation en SP. Au sein de la communauté au sens large, je pense que ce qui nous manque aujourd'hui, au niveau de la France notamment, c'est de créer des centres de ressources pour les enseignants, pour les personnels éducatifs et les familles, afin qu'ils trouvent des réponses par des plateformes collaboratives, par des outils de formation, par des stockages de données, de vidéos, qu'ils puissent travailler à cette idée d'un centre de ressources, comme j'ai pu le voir à l'université, notamment du Québec à Montréal. Au sein de l'université, enfin, la formation des chercheurs et des étudiants qui les accompagnent sur ces questions pour préparer la relève et constituer un pôle qui permettrait d'articuler heuristique et praxéologique. Je pense qu'on ne peut pas imaginer une école inclusive du jour au lendemain, qu'il va falloir prendre en compte la question des temporalités, la question du temps, de considérer un projet dans sa durée et de faire, si vous me permettez l'expression, l'éloge de la lenteur, ce que nous avons du mal à faire dans la société d'aujourd'hui, en considérant que si on veut pérenniser de nouvelles pratiques, accepter l'idée d'un continuum vers une école inclusive, il va falloir planifier et rendre possible cette adhésion progressive des partenaires de l'ensemble des alliances éducatives, car l'enseignant ne peut et ne doit pas travailler seul dans sa classe. Accepter le changement et même aller au-devant de son changement va nécessiter forcément des changements d'ordre structurel et analyser ces mutations vont permettre de dépasser
les choses en s'inscrivant dans la durée. Évidemment, si on change les choses de façon structurelle, on va être à la modification au niveau des identités professionnelles. La question du co-teaching dont je parlais tout à l'heure et de ses plus-values, ça change beaucoup l'identité professionnelle de l'enseignant qui a eu et a peut-être été formé pour être un peu seul dans sa classe. Et puis la question aussi par exemple, du collectif et du travail en équipe, avec peut-être des temps qui manquent encore, qui ne sont pas institutionnalisés, des temps qui vont permettre aussi d'avoir du briefing et du débriefing entre équipes dans les espaces de travail. Temps et temporalité, mais aussi environnement, espace et frontières. Reconsidérer la notion de frontière entre le dedans et le dehors, faire varier les lieux et les organisations, travailler, on peut lire partout, on peut travailler à beaucoup d'endroits. On n'est pas obligé de rester dans l'univers de la classe. Beaucoup de choses se font déjà, mais le penser dans cette optique-là comme une reconsidération de la notion de frontière permet peut-être de penser autrement l'école. Ce que je vais ajouter ensuite, parce que je vois que le temps file, c'est la question de la recherche. La question de la recherche, pour moi, elle est essentielle et elle doit être plurielle. Les Québécois parlent de recherche. Les Québécois parlent de recherche avec, de recherche-action, de recherche-action-formation. En France, la personne qui parle de recherche avec, c'est Gilles Monceau. Moi, je vais préférer parler de recherche-intervention aujourd'hui, mais je pense que tous ces modèles sont vraiment dans l'esprit d'une recherche collaborative, d'une recherche participative qui va permettre de travailler et de se former ensemble, de s'appliquer le changement pour règle d'or. La question de la recherche-intervention, pour moi, elle est importante parce qu'elle permet de repenser autrement la question de la formation. Elle est éminemment inscrite dans la recherche, avec la recherche, pour la recherche et sur la recherche. Dans les exemples que je donnerai, je dirais que ce qui est important dans cette recherche-intervention, c'est la façon dont on reconsidère le rapport qu'elle impulse entre science et pratique sociale, comme un nouveau mode d'interrogation des pratiques en direct, en simultané, et une voie privilégiée d'accès au changement pour non pas un accompagnement des équipes, non pas un accompagnement des enseignants, ils peuvent faire largement tout seuls, mais bien un accompagnement de la dynamique du changement, de cette dynamique importante que je vais très rapidement présenter dans le projet que je porte, qui s'appelle Vers une société inclusive, et qui essaie de mettre en place cette dynamique inclusive dans une démarche de recherche-intervention. Ce projet, d'abord, il est inscrit dans une temporalité de 2 à 4 années, peut-être plus. Il envisage un modèle de développement humain en contexte, parce qu'il questionne à la fois les pratiques quotidiennes, mais aussi les identités professionnelles des acteurs de l'école. Quand je dis les acteurs de l'école, je pense évidemment aux enseignants, mais je pense aussi aux élèves, aux parents, aux conseillers pédagogiques, aux inspecteurs, au personnel d'encadrement, au personnel de soins, à tous ceux qui accompagnent de près ou de loin la question de l'éducation inclusive. Les enjeux de cette école inclusive, dans ce projet que je porte, devraient amener les professionnels à réfléchir ensemble à la flexibilité des environnements et des organisations pour que chacun puisse participer pleinement à l'apprentissage dans les classes et dans les établissements. Ce projet a démarré en 2017. Il a démarré d'abord par un premier séminaire de réflexion, discussion de 15 jours avec des chercheurs de l'Université du Québec à Montréal, dont Delphine Audier-Gage, qui était venue à La Réunion pour travailler avec nous sur ces questions-là et sensibiliser l'ensemble des acteurs, les directeurs des écoles, les psychologues scolaires, les enseignants référents à la question de l'éducation inclusive.
À l'issue de ces 15 jours, ce qui a été important, c'est de pouvoir construire avec l'ensemble des acteurs les axes de recherche que nous allions travailler. 3 axes ont été retenus: pratique, collaborative et processus de construction d'un collectif, pratique pédagogique et développement de la qualité de vie à l'intérieur des établissements, et pratique langagière au service de l'inclusion, car nous sommes dans un contexte dit sensible à la Réunion, mais aussi dans le contexte du département de Mayotte, puisque les 2 projets sont ciblés. Ce projet, je n'irai pas beaucoup plus loin, je répondrai éventuellement à vos questions, va continuer par une recherche. Nous sommes en phase de pré-rapport scientifique et par la valorisation de ces résultats dans un colloque qui aura lieu en octobre 2018 à La Réunion sur ces questions-là. Enfin, dans une étape suivante, il s'agira de pouvoir restituer dynamiquement aux équipes de type forum la valorisation des résultats. Quand je dis les équipes, c'est les équipes qui ont participé au projet, pour préparer ensemble la phase 2 où il y aura vidéoscopie et analyse des pratiques professionnelles au sein de cette deuxième phase de projet. Cette équipe vers une société inclusive est pluridisciplinaire. On y compte à l'heure actuelle 7 chercheurs du laboratoire ICAR, mais on compte aussi d'autres collègues, dont des membres de l'Université du Québec à Montréal, Éric Delamotte de l'Université de Rouen, et ensuite d'autres collègues, d'autres laboratoires de recherche des autres composants de l'Université de La Réunion. Sans compter qu'il y a évidemment des partenaires de l'éducation nationale, notamment des conseillers du recteur et les étudiants de 2e année de Master MEF en recherche en éducation. J'ai dépassé le temps, donc je vais aller très vite sur le final. Je terminerai donc par essayer le défi en 2 minutes de vous présenter mes 9 défis pour promouvoir des dynamiques inclusives. Je vais simplement faire un focus sur quelques-uns d'entre eux. Il me semble que ce qui va être déterminant dans les années à venir, c'est bien de s'emparer à la fois d'une vision humaniste de l'éducation, mais tout en restant dans une posture extrêmement pragmatique, et de faire avec, de pouvoir construire avec et de repérer ce qui a fait levier, ce qui a fait facilitateur dans les aventures menées ensemble, dans un défi scientifique qui est celui d'un format de recherche un peu particulier qui s'appelle donc la recherche collaborative. Et je dirais que pour notre défi à nous, c'est peut-être sans doute au niveau des ESPE, au-delà de la formation continue et puis du continuum de formation, de penser à des formations intermétiers pour à la fois dépasser la nouvelle forme scolaire, dépasser la forme scolaire, en trouver une nouvelle, dépasser aussi la figure de l'élève moyen, cet élève épistémique qui n'est réellement, véritablement pas dans les classes. Et en guise de conclusion, je dirais que les défis de l'inclusion sont encore nombreux à relever et que l'école doit retrousser ses manches. Les ESPE auront sans doute à leur donner un bon coup de main, aussi bien du point de vue de la formation tout au long de la vie, en travaillant davantage à ce que disait Monsieur le ministre, d'un continuum de formation, à des formations aussi sans doute de type filet, dont je pourrais revenir dessus, ou sous forme de recherche participative et collaborative. Je pense en tout dernier lieu, du point de vue des ESPE, qu'une augmentation des mémoires de Master MEF dans le cadre de la formation A et par la recherche sur ces questions sont à inscrire dans nos projets de recherche, systématiquement sans doute. Et je vous remercie de votre attention.